Merci JP pour cette petite présentation. On va maintenant retrouver Stéphanie pour son talk. Alors Stéphanie est designer d'expérience utilisateur spécialisée en interface métier et optimisation mobile. Aujourd'hui, elle va nous parler des écrans de chargement, erreurs, données manquantes des designers, ces cas oubliés, et donc donner des clés pour améliorer la collaboration designer-développeur, notamment sur ces sujets de performance. Donc, on lance le talk de Stéphanie, on la retrouve juste après pour la partie questions-réponses. On vous rappelle que vous pouvez poser vos questions directement sur le Slack. Voilà, comme ça, on pourra les poser juste après. À tout de suite. Bonjour et bienvenue à tous et à tous sur cette conférence où nous allons discuter de comment designer les cas un petit peu trop souvent oubliés, notamment quand il s'agit de la performance web. Tout commence par une page vide. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? En général, vous ne voulez pas attendre que la page soit chargée pour afficher quelque chose. Donc c'est là où mon travail de designer va généralement aider les équipes de développement. On va commencer par parler de qu'est-ce qui se passe pendant le chargement du contenu de la page. Une des premières consignes, quand on lit des blogs sur de la performance, une des premières choses dont j'ai entendu parler, c'est optimiser le critical rendering path. Donc pour ça, ça veut dire grosso modo faire en sorte de charger le plus rapidement possible tout ce qui va s'afficher en haut de la page. Ça veut dire que moi, en termes de design, une partie de mon travail, c'est donc de designer cette solution, cette architecture d'information pour que le contenu qui soit en haut de la page est le type de contenu qui permettra à la personne de rester suffisamment longtemps sur la page pour décider de si elle veut rester plus longtemps. Donc il n'y a pas forcément de recette magique en fait. Pour y parvenir, on va faire tout ce qui va être de la recherche utilisateur. Donc c'est vraiment comprendre pourquoi les personnes arrivent sur cette page-là et qu'est-ce qui va les intéresser. Par exemple, sur un article, ça va être le titre, ça va être peut-être l'introduction. Sur une recette de cuisine, ça va être les images, ce genre de choses. Donc le but, c'est vraiment de se dire, ok, qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens vont rester et que j'ai le temps de charger tout ce qui se trouve en fait en dessous de ma zone qui n'est pas visible au moment de la chargement de la page. Donc ça va être faire des interviews, vraiment comprendre ses besoins. Une autre méthode intéressante, c'est le tri de cartes. Donc pour les personnes qui sont pas familières avec le tri de cartes, c'est une méthodologie qu'on va utiliser souvent pour classer des contenus. Par exemple, si vous avez des catégories, vous allez peut-être vous demander où est-ce que mes maillots de bain vont se trouver. Est-ce que je vais plutôt le mettre dans sport ou dans sous-vêtements. Donc souvent, la méthode de tri de cartes, ça se passe comme ça. Donc on a plein de catégories, on demande aux gens de les ranger. On peut utiliser cette méthode de tri de cartes, mais plutôt que de demander aux personnes de ranger dans un groupe, on va leur demander de ranger les cartes de haut en bas, en haut étant ce qui est le plus important pour ces personnes-là sur la page, et plus on va descendre vers le bas du tri de cartes, plus ça va être des choses qui sont pas importantes ou qui seront importantes un petit peu plus tard. Et donc tout ça, ça va m'aider moi en termes de designer, en tant que designer, à vraiment designer cette architecture d'information pour pouvoir ensuite que mes développeurs puissent s'occuper de tout ce qui est mon critical rendering path. Ensuite, ça va être la partie technique. Donc, identifier avec les équipes de développement qu'est-ce qui va mettre du temps à charger. Et donc, être en adéquation entre ce qu'on va faire charger en premier et ses priorités de contenu. Donc c'est souvent une discussion un peu informelle. C'est très très important pour moi aujourd'hui parce que je travaille de moins en moins sur des sites avec un gros rendu PHP côté serveur avec du WordPress par exemple et des articles, mais beaucoup plus sur de la web app. Et donc sur de la web application, on a une tonne de JavaScript, de services chargés dans tous les sens. Et donc la page n'est pas forcément toujours aussi simple que moi je peux le percevoir en tant que designer. Ensuite, c'est décider d'une stratégie de chargement de votre contenu avec vos équipes de développement. Donc c'est là où j'ai un livrable que en général les développeurs adorent, c'est ce qu'on appelle un loading flow. Donc dans l'équipe, on essaie vraiment d'imaginer comment est-ce que la page va se charger en fonction de ces différentes contraintes. Donc si vous avez utilisé des outils de performance, vous voyez ça très souvent en fait, mais a posteriori. Donc vous voyez vraiment comment la page se charge. Mon travail ici, c'est de faire le travail a priori, de me dire ok, comment est-ce que, étape par étape, va se charger cette page-là. Donc, le but, c'est bien sûr que ça charge très rapidement et que mes utilisatrices et mes utilisateurs n'aient pas conscience de ces différentes étapes. Mais parfois, quand on a une connexion un petit peu plus lente, ça peut arriver qu'on voit ces étapes-là. Donc, dans l'exemple du site qu'on a actuellement, la première chose qu'on va charger, c'est le shell. Donc le côté statique, donc ça va être le logo, ça va être toutes ces parties qui ne bougent pas en fait. Donc j'ai volontairement bien sûr simplifié la page pour que ce soit un peu plus facile à comprendre.
Ensuite, la deuxième chose qu'on va essayer de charger, c'est le contenu statique. Donc c'est les choses qui sont textuelles, mais qui encore une fois ne bougent pas trop en fonction des pages. Ça va être ma barre de recherche, ça va être la navigation du haut, ça va être la navigation sur le côté. À partir de là, je vais essayer de faire en sorte de charger le plus rapidement possible mes titres. Donc les titres, par contre, eux, vont dépendre du type de page chargée. Donc on commence à rentrer dans les contenus dynamiques. Et ensuite, c'est là où ça se corse un petit peu dans mon cas, c'est que on va devoir afficher ces petites tuiles qui sont sur ma page là. Vous vous souvenez, il y a 2 minutes, je vous disais qu'il faut que je comprenne les contraintes techniques. Donc une des contraintes et une des grosses limitations techniques qu'on a aujourd'hui, c'est que ces tuiles-là sont grosso modo chargées en 2 fois. On a un premier appel qui envoie la liste de tuiles dans le navigateur. Et une fois que le navigateur a reçu la liste des tuiles, et seulement une fois que le navigateur les a reçues, on peut commencer à charger le contenu de chacune des tuiles. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, au moment du chargement de cette page, une fois que le navigateur a construit ce squelette de tuiles, il peut se passer que j'ai du contenu qui est plus bas dans la page, qui arrive hélas avant le contenu d'une tuile qui est un petit peu plus haut. Donc on n'est pas forcément satisfait de cette solution, on est encore en train d'itérer là-dessus bien sûr, mais pour l'instant aujourd'hui c'est un peu le compromis entre ce qu'on voudrait en termes de design et les contraintes techniques qu'on a aujourd'hui, qui changeront peut-être demain. Donc ensuite, on affiche tous les contenus au fur et à mesure où ils arrivent dans la page, et donc au bout d'un moment, on a toutes les tuiles qui sont arrivées. Sur un autre projet qui est lié à celui-là, en fait, on a des métriques en plus. Donc on a un projet d'application mobile où on a décidé que il faudrait que sur la page d'accueil, donc c'est une liste de tâches, les 10 premières tâches soient chargées en moins de 3 secondes. Donc en fait, ce que je fais quand j'ai des métriques, grosso modo, je vais les ajouter à mes loading flow. Donc ici, c'est un exemple où j'ai entre 0 et 1 seconde, qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer d'afficher au moins les premières tuiles, sinon ça va continuer à loader. Ensuite, j'ai tout le flux jusqu'à 3 secondes. Ok, bien sûr, la règle de base, c'est de tester dans des vrais navigateurs, tester avec des vrais apps, tester avec votre proxy au bureau. Il y a beaucoup de gens qui sont en remote aujourd'hui, ou quand on teste, quand on est dans les locaux, ça passe. Dès qu'on commence à jouer avec le proxy, c'est fini, ça grignote tellement la connexion, c'est-à-dire une catastrophe. Tester donc et fine-tuner ensuite en fonction de ça. Donc, tout s'est chargé, tout va bien, ça c'est le meilleur cas. Parfois, on peut avoir des choses qui tournent mal pendant le chargement. Et là encore, en tant que designer, je peux aider sur ce point. Donc, ce que je veux éviter absolument, c'est cette horrible page, bad request, erreur 404, tous les numéros que vous voulez. On a essayé de comprendre, mais le serveur est dans les choux, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est ce qu'on essaie d'éviter parce que c'est méga effrayant. Donc, encore une fois, ça part sur le principe d'identifier qu'est-ce qui peut se passer. Donc, on va aller voir les équipes de développement, on va se dire, ok, qu'est-ce qui peut déclencher des erreurs? Ce qui pourrait se produire, souvent c'est vos codes d'erreur, 404 et compagnie. Pourquoi est-ce que ça se produit? Qu'est-ce qui, côté technique, risque de poser problème? Est-ce que ça va avoir un impact sur mes utilisatrices, mes utilisateurs? Si ça va pas avoir d'impact, j'ai peut-être pas forcément besoin de le designer. Et ensuite, est-ce que les gens peuvent faire quelque chose pour s'en sortir? Par exemple, redémarrer leur box ou juste rafraîchir la page, ce genre de choses. Et donc là, je vais devoir designer des cas d'erreur à 2 niveaux. Donc, je vous disais au départ que mes tuiles sont chargées en 2 fois. Si j'ai un problème à côté serveur et que ça renvoie même pas la moindre tuile, en fait j'ai une erreur au niveau de la page. Donc ici je vais avoir tout ce qu'on appelle le shell de notre côté qui est chargé, par contre j'ai pas la moindre tuile. Donc hélas, dans mon cas, il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire. Donc on a un espèce de message technique, au mieux les personnes peuvent essayer de rafraîchir et revenir. Ensuite, je peux avoir ce type d'erreur, encore une fois, au niveau de mes tuiles. Je vous disais au début que chacun des contenus est chargé ensuite à part. On a aussi des tuiles dont le contenu ne vient pas de nos serveurs à nous, qui viennent de nos serveurs d'un autre département de l'IT. Donc si jamais par malheur à ce moment-là, ils sont en train de faire une mise à jour, ce qui arrive très très souvent comme mon testeur essaie de tester des trucs, à chaque fois qu'il essaie de tester un truc, il se retrouve avec « Ah zut, l'autre serveur est en rate, je peux pas tester la tuile ». Donc je me retrouve avec des messages d'erreur à gérer au niveau du composant également. Quelques règles de base sur les messages d'erreur et des bonnes pratiques. Expliquer quand c'est possible, comment corriger l'erreur. Par exemple, j'avais travaillé sur une application qui permettait de faire du suivi et du monitoring des webcams dans une maison. C'était pour les gens qui avaient peur de se faire cambrioler. Parfois, en fait, il y avait des petits soucis. On disait, on n'a pas pu activer, désactiver l'alarme. Essayez de vérifier que le Wi-Fi fonctionne bien. Essayez de débrancher votre box, ce genre de choses. Ensuite, être cohérent et consistant. Si tout au long de l'interface, vous dites mes favoris, et d'un seul coup, dans le message d'erreur, vous dites vos marque-pages, la personne va peut-être pas forcément faire le lien entre le fait que les marque-pages égale les favoris.
Donc c'est là où l'UX writing devient très très important, c'est qu'à partir du moment où on commence à avoir un langage et à nommer les choses dans l'interface, il faut être cohérent jusqu'au message d'erreur. Et puis ne blâmez jamais vos utilisatrices et vos utilisateurs, jamais. Ce n'est jamais de leur faute, la règle de base. C'est toujours la faute du système. Donc c'est là on va commencer à parler de voice on tone. C'est des choses de dire le système a un problème, ce genre de choses. Et puis après, c'est particulièrement important en français, si vous décidez de vous voyer les personnes, vous voyez-les, encore une fois, tout au long de vos communications dans les messages d'erreur et tous ces messages-là. Si vous les tutoyez, tutoyez-les tout au long des communications. Donc c'est vraiment une question en fait de cohérence et de consistance. Et donc, une fois que j'ai designé mes très jolis petits messages d'erreur au niveau de la page et au niveau du composant, je vais mettre à jour mon loading flow pour avoir ces cas d'erreur directement documentés. Et côté composant, en fait, on va aussi les documenter côté design system. Donc, côté design system, maintenant, mon composant a 2 états déjà. Il a l'état de chargement et il a l'état d'erreur technique. Bon, c'est cool. Qu'est-ce qui se passe si j'ai trop de contenu? Ou qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas de contenu qui se charge? Donc le but c'est de faire comprendre à la personne que la page s'est chargée mais qu'on n'a pas de contenu à afficher. Ce qui est différent de la page ne s'est pas encore chargée ou on a une erreur. Donc la première chose c'est que ces états vides, on a un peu tendance à les oublier mais ça peut être des opportunités de design très très intéressantes. Par exemple, si on pense à un site e-commerce, plutôt que de juste dire 0 résultat de recherche, rien, débrouillez-vous. On peut proposer des choses en plus. Par exemple, Doc Martens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous disent, OK, il n'y a pas de résultat de recherche, t'as cherché, je sais même plus ce que j'ai cherché. On peut mettre en vente des catégories, ils proposent leur meilleure vente, ce genre de choses. Ça peut être aussi des opportunités un peu sympas. Par exemple, si vous designez un système d'emailing, le but c'est de n'avoir plus aucun email à répondre dans sa boîte mail, ou dans notre cas, un système de gestionnaire de tâches où les gens doivent valider des tâches. À partir du moment où la personne a validé toutes ses tâches, c'est youpi, j'ai fini ce que je vais faire aujourd'hui, c'est plutôt cool, c'est quelque chose de positif. Donc on s'est dit qu'on allait mettre un message un peu sympa. Donc après on est très très corporate, donc on va pas mettre des trucs super super fun, mais du coup on a ce petit message sympa genre all caught up, bravo, ce genre de truc. Donc c'est vrai que ça peut être des opportunités intéressantes. Et puis ça peut être des opportunités d'onboarding aussi. Par exemple, nous on a des recherches super complexes avec plein de filtres, et donc on a une fonctionnalité qui permet de sauvegarder ces recherches, de les garder sur sa page d'accueil pour pouvoir relancer exactement la même recherche. La première fois que vous arrivez sur la page d'accueil dans My Safe Search, vous avez rien. Donc plutôt que d'avoir un écran vide, ce qu'on a ici, c'est, et encore une fois, une petite illustration un peu sympa, mais surtout, on explique à la personne qu'est-ce qu'elle peut faire pour pouvoir avoir des résultats de recherche ici. Donc faut aller là, et cliquer là, et ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est encore une fois des opportunités intéressantes que vous pouvez utiliser pour donner un petit peu plus de feedback et de aider les gens en fait à comprendre comment votre système va fonctionner. Et donc une fois que j'ai mes erreurs, vous vous doutez bien, qu'est-ce que je fais quand j'ai mes écrans vides, je vais aussi les ajouter dans mon loading flow. Donc j'ai mon loading flow avec tous les états de chargement, plus les erreurs, plus les états vides. Après, ça va être au niveau du composant, qu'est-ce qui se passe si j'ai pas de contenu, par exemple, qu'est-ce qui se passe si j'ai pas d'image. Sur un site de recettes de cuisine, ça peut être un petit peu embêtant de pas avoir des images, mais si c'est des photos qui sont générées par la communauté et que personne n'a mis d'image, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets un placeholder, solution du haut, ou est-ce que je mets carrément pas d'image et du coup je laisse le composant s'élargir? Donc je dis pas que c'est des choses qui sont compliquées à designer, je dis juste que c'est des choses auxquelles il faut penser, parce qu'à un moment donné ou un autre, votre équipe de développement va venir vous voir et vous dire ouais mais Steph il se passe quoi quand j'ai pas d'image. Et c'est aussi intéressant de prévoir ce genre de choses parce que en fonction des cas, derrière la personne va peut-être pas construire son HTML et son CSS de la même façon. Donc ça permet aussi à mes équipes de développement d'anticiper en fait et de créer un code un petit peu plus flexible et plus robuste pour le futur. Et puis ensuite, c'est qu'est-ce qui se passe si certains contenus n'ont pas encore de valeur. Par exemple, sur ma petite recette de cuisine, qu'est-ce qui se passe si j'ai pas encore de vote? Il y a une différence entre ne pas avoir d'étoiles avec 50 votes parce que la recette est pas bonne, versus ne pas avoir d'étoiles parce qu'il n'y a pas encore de vote. Donc ici, le problème de laisser le nombre d'étoiles à 0, si on n'a pas de vote, c'est que ça peut être très vite porter à confusion. Donc peut-être se dire ok, si j'ai pas de vote, je vais peut-être pas mettre les étoiles parce que ça donne l'impression que la recette est pas bonne, je vais peut-être plutôt mettre un no rating. Ou alors carrément, encore une fois, ne rien mettre. Et ça aussi, c'est des choses où on se dire ok, mais mes équipes de développement vont devoir le prévoir.
Donc je dis pas qu'il faut designer tous ces cas-là, passer énormément de temps, ça peut être méga chronophage. Moi j'ai la chance d'avoir vraiment le temps de passer beaucoup de temps sur ces différents éléments. Mais l'idée c'est à un moment donné, même si vous n'avez pas le temps de créer des designs pour ça, c'est de communiquer avec les équipes de développement qu'est-ce qui va se passer pour ces cas-là. Donc nous côté design system, en fait on a donc notre composant générique avec l'état au chargement, l'état avec une erreur technique et l'état de qu'est-ce qui se passe quand j'ai pas de contenu avec un message générique. Et ensuite à côté de ça, dans les tickets Jira, on va détailler ce contenu-là. Donc on va toujours détailler, enfin essayer de penser à toujours détailler quel est le texte à afficher si jamais j'ai pas de contenu pour cette tuile-là. Donc on a un peu les deux et ce qui nous aide en ce moment, c'est on a lancé cette checklist. Donc on a une liste de choses auxquelles il faut qu'on pense quand on écrit les tickets Jira, et donc j'y ai ajouté toutes ces choses-là, le chargement, les états d'erreur et ce genre de trucs pour ne rien oublier. Ok. C'est cool, on a du contenu, mais qu'est-ce qui se passe si on en a trop? Là encore, ça peut commencer à devenir un cauchemar en termes de performance. Donc, quand vous avez, par exemple, des pages avec plein d'éléments, typiquement des longues listes, c'est un des trucs qui peut être le plus compliqué. Donc, la première solution, c'est bizarre de dire ça dans une conf sur la perf, mais c'est de rien faire. On pourrait très bien imaginer charger absolument tout le contenu et avoir une scroll bar. Donc c'est pas forcément une super bonne idée, mais ça reste une solution. Si votre contenu est super léger, ça peut potentiellement fonctionner. Ensuite, c'est peut-être penser à de la pagination. Donc la pagination, ça fonctionne plutôt bien quand vous avez des données complexes, des tableaux, ce genre de choses. On a une autre solution, c'est l'infinite scroll. Donc le principe de l'infinite scroll, c'est que on charge X éléments. Et quand la personne va scroller jusqu'à un certain endroit de la page, la suite va se charger. Donc, en fonction de l'implémentation, des fois c'est un peu bizarre, des fois la personne a trop scrollé, pas assez. C'est plutôt sympa quand vous êtes dans un mode d'exploration, par exemple sur du e-commerce, où les personnes ne savent pas encore trop quel type de produits les intéresse, ou typiquement sur tout ce qui est les interfaces à la Instagram, où c'est des flux avec des jolies photos, on est vraiment là pour explorer. Et puis ensuite vous avez le bouton charger la suite. Donc ici c'est le même principe que l'infinite scroll. L'avantage c'est que comme on a un bouton et pas un chargement en scroll, en fait on peut avoir un pied de page. Donc quand vous avez un infini scroll, c'est un petit peu perturbant parce que potentiellement la personne va jamais arriver au bout de la page, sauf si c'est un flux, alors qu'avec le technique au moins on peut avoir un pied de page. Dans tous les cas, si la personne clique sur un élément et revient en arrière dans le navigateur, une des bonnes pratiques, c'est de la ramener au bon endroit dans la liste. La faites pas revenir tout en haut si elle est arrivée au 50e élément. C'est méga exaspérant. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand j'ai du contenu qui va sur 2 lignes? Alors c'est pas des choses super compliquées, mais vous se dire, ok, si j'ai du contenu sur 2 lignes, il faut peut-être que je prévoie comment est-ce que l'image va se recadrer, les métadonnées, est-ce que je les affiche plutôt en haut, ou est-ce que je décide que j'ai autant de padding au-dessus qu'en dessous, et du coup je vais les avoir centrés. Donc c'est des décisions de design que vos équipes de développement vont sans doute vous demander dès que vous allez vous retrouver avec du contenu supplémentaire. Et puis le truc que les designers préfèrent, c'est quand on design des cartes, en général on a tendance à faire en sorte que toutes les cartes ont la même hauteur. C'est magique, c'est très joli sur nos maquettes. Le problème, c'est que dans la vraie vie, avec les vrais gens et les vrais contenus, en fait, les cartes, elles ont jamais les mêmes hauteurs. Et donc là encore, vos équipes de développement vont vous dire, ok, mais du coup, je fais quoi? Est-ce que je garde les cartes qui ont la hauteur du contenu, mais du coup, j'ai des espacements blancs qui sont pas exactement les mêmes? Est-ce que je décide d'une hauteur minimum pour ces cartes-là, et du coup, je vais peut-être avoir du blanc? Donc ça, c'est important dès qu'on va commencer à parler de tout ce qui est skeleton screen, parce que ça peut générer des sauts de contenu si jamais les cartes sont pas du squelette, ne sont pas exactement à la bonne hauteur. Donc, quelques petits conseils en termes de composants. Si vous utilisez du faux contenu, moi j'en utilise plein dans mes maquettes pour des questions de sécurité, faites en sorte que votre faux contenu ait une structure quand même suffisamment proche du vrai contenu. Ensuite, si vous êtes un designer ou une designeuse, demandez aux équipes de développement les limites. Quel est le champ maximum, le nombre de caractères maximum dans la base de données, quel est le nombre de caractères minimum, mais surtout demandez-leur la moyenne. Par exemple, moi j'ai des champs où on peut mettre 1000 caractères, mais il y a 1% du contenu où il y a 1000 caractères, 90% du contenu à 300 caractères. Ce qui veut dire que par défaut, en fait, on va préparer le design pour 300 caractères, et puis pour si ça va au-dessus de 400, on a décidé d'avoir un petit bouton lire la suite par exemple.
Si vous êtes si vous faites partie des équipes de développement, n'hésitez pas à aller voir vos designers, demandez-leur ce qui vous manque surtout. Souvent, c'est super compliqué de penser à tout. Il y a des choses dont on se rend pas forcément compte en termes de design. On se dit ah bah zut, j'ai oublié ça, donc n'hésitez pas à leur demander. La page s'est chargée, hurrah. Enfin, on y est arrivé. Ce qu'il faut comprendre avec la performance, c'est que c'est quelque chose qui est perçu. C'est là où ça commence à devenir rigolo. Tout le monde parle de Core Web Vitals depuis l'année dernière. Myriam va avoir une excellente conférence juste après moi là-dessus. J'ai entendu toute l'année dernière qu'en 2021, l'expérience utilisateur sera un critère de ranking pour Google. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Déjà, Google prend plein de métriques d'expérience utilisateur en compte. Par exemple, depuis 2015, il y a des pénalités si vous avez des interstitiels. Donc, si vous avez du contenu qui est caché derrière une grosse pop-up qui dit « Téléchargez mon application mobile », ce genre de choses sont déjà pénalisées parce que, effectivement, c'est pas top pour l'expérience. Donc, Google prend déjà en compte, en fait, certains critères. Et puis ensuite, donc les Core Web Vitals, c'est des métriques super intéressantes, mais ça ne va mesurer que 3 toutes petites choses qui sont une toute petite partie de l'expérience utilisateur. Donc, si on veut vraiment mesurer l'expérience utilisateur, c'est bien plus complexe que ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est une mauvaise performance entraîne généralement, effectivement, une mauvaise expérience utilisateur. L'inverse n'est pas forcément vrai. Une bonne performance ne se traduit pas automatiquement par une bonne expérience utilisateur. Vous pouvez avoir un site qui charge super vite, mais qui est super frustrant à utiliser avec des dark patterns dans tous les sens. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vos utilisateurs, vos utilisatrices ne vont pas surveiller vos LCP, votre vitesse de chargement. L'expérience, la performance, c'est quelque chose qui va être perçu de leur côté. Donc, il y a quelques méthodes aussi de ce côté-là qui peuvent nous aider. Donc, si on reprend une des métriques, le FID, First Input Delay, ça mesure l'interactivité. Donc moi, en termes en tant que designer, une partie de mon boulot, c'est aussi de dire, bah ouais, mais il faut que je pense à comment vont se comporter tous mes éléments en termes d'interactivité. Qu'est-ce qui se passe quand on survole? Qu'est-ce qui se passe quand on va appuyer sur le bouton? Comment fonctionne la navigation au clavier? Comment fonctionne la navigation au touch? Toutes ces petites choses-là qui font partie de l'interactivité et qui sont mesurées du coup avec cette métrique, et bah du coup, il va falloir que moi je les design à un moment donné et que je les documente. Donc c'est là où souvent je vais mettre tout ça dans mon design system pour les avoir tous au même endroit. Ensuite, on peut commencer à imaginer proposer des expériences avec un support hors ligne. Donc on a les technologies aujourd'hui pour faire ça dans les navigateurs. Par exemple, si vous allez sur le site de Sarah Sweden, vous pouvez sauvegarder une page et vous pouvez revenir la lire plus tard même si vous n'avez pas de connexion. Le Financial Times Weekend, quand vous arrivez sur le site, il va mettre en cache toute l'édition d'aujourd'hui. Donc si maintenant vous allez le matin sur le site, vous ouvrez, ça met en cache l'édition d'aujourd'hui. Si vous allez prendre l'avion ensuite en mode avion, en fait, toute l'édition est en cache. Donc vous allez pouvoir lire les articles d'aujourd'hui sans avoir besoin de retrouver de la connexion. On peut aussi également imaginer utiliser tout ce qui est du cache pour stocker des données de formulaires. Par exemple, si vous avez des formulaires super longs avec plein de champs, la personne vient de passer un quart d'heure, 20 minutes à tout remplir parce qu'elle avait plein d'infos à chercher dans tous les sens. Au moment où la personne clique, ah bah pas de bol, il y a un problème de connexion. Qu'est-ce qui se passe souvent? Ça rafraîchit, pouf, problème de connexion, tu n'as plus aucun champ rempli. C'est super frustrant. Donc on peut peut-être imaginer utiliser toutes ces possibilités de cache pour stocker les données de formulaire en cache jusqu'à ce qu'il y ait vraiment de la connexion et que la personne puisse les envoyer. Et puis un autre moyen de gérer la perte de connexion, c'est tout ce qui va être synchronisation de tâches de fond. Donc ça encore, c'est des choses qui vont améliorer l'expérience utilisateur en termes de perception de la performance. Mais moi, en tant que designer, aujourd'hui, ça veut dire que j'ai encore plein de nouveaux états à designer. Il faut que je pense effectivement que mon composant, il a peut-être un état idéal de tout va bien. Il va peut-être avoir un état de la synchronisation à n'a pas réussi, échec de synchro. Un état en cours de synchronisation. Un état succès de la synchronisation. Donc, c'est toutes ces petites choses auxquelles je vais peut-être devoir penser à un moment donné ou un autre. Et puis, à quoi va ressembler le message? Je veux peut-être dire, attention, vous êtes hors ligne, les emails ne seront pas envoyés, on va les synchroniser plus tard. Et puis, il y a peut-être aussi une notification de dire, ah, c'est bon, tout est synchronisé, si la personne n'est plus dans votre application.
Et puis, une autre idée intéressante, ça peut peut-être que pas mal d'applications natives font, c'est s'adapter à l'interface, adapter l'interface au réseau. Si vous pensez par exemple YouTube, Netflix, en général, et ces services-là changent automatiquement la qualité de la vidéo en fonction de la bande passante. On pourrait imaginer ça pour un site web. On peut peut-être se dire que les gens viennent voir le reste de mon article et sont pas forcément intéressés par l'image qui est purement décorative. Bon, peut-être que si la connexion ou la bande passante est lente, je vais peut-être carrément ne pas charger l'image pour éviter de grignoter des ressources inutiles. Une application de chat web audio, ça peut être mettre un message, attention, votre bande passante est pas top, coupez votre vidéo si vous voulez garder la qualité de l'audio, ce genre de choses. Donc c'est des possibilités très intéressantes, mais c'est des choses qu'il faut prévoir et qu'il faut commencer à préparer dans nos parcours. Qu'est-ce qui est de pire que de cliquer sur une des icônes parce qu'on a une interface plein de labels avec plein d'icônes avec pas le moindre label, se dire c'est bon, j'ai trouvé la bonne page. La page se charge, elle met du temps à charger, ce n'est pas la bonne page. Il faut que je revienne en arrière. Pas de bol, en plus ça n'a pas été mis en cache, donc j'ai la page d'avant qui charge. Bref, mon conseil ici c'est faites super attention aux ressources. Ne faites pas perdre leur temps et leurs ressources, que ce soit les ressources navigateurs, mais aussi cognitives aux personnes qui vont utiliser vos sites web. Et donc là encore, pour éviter ça, il y a plein de choses. Donc je me répète un peu, mais c'est faire de la recherche utilisateur, c'est mon boulot. Mais c'est vraiment comprendre en fait ce qu'attendent les gens de votre interface, comprendre leur modèle mental. Donc le principe d'un modèle mental, c'est une abstraction du monde qu'on a créé pour aller un petit peu plus vite. Donc c'est des choses auxquelles on s'attend. Parce que du coup, on va pouvoir ranger plein d'expériences dans ces petites cases-là et on va pouvoir suivre ces modèles. Donc l'idée, c'est que si votre interface s'adapte au modèle mental, donc à ce à quoi s'attendent les utilisateurs et les utilisatrices, du coup, elle sera beaucoup plus simple à utiliser. Et ça va être créer des parcours utilisateurs. Donc ça, c'est un exemple de user flow, donc de schéma de parcours utilisateur. Et bien sûr, tester toutes ces choses-là. La dernière chose, c'est plus il y a de fonctionnalités, plus souvent ça va mettre du temps et des ressources à charger, plus l'interface est complexe, plus en plus ça va générer une charge cognitive. Donc grosso modo, si vous avez des choses pas utilisées mais que vous continuez à charger dans vos sites web, pourquoi est-ce que vous les gardez? Donc l'idée c'est de se dire ok, si j'ai des fonctionnalités, il vaut peut-être mieux monitorer l'usage de ces fonctionnalités. Si personne ne l'utilise, pourquoi est-ce qu'elle est encore là? Donc c'est un peu dans cette logique de se dire la perception de la performance, c'est aussi mon site il est simple d'utilisation, il est rapide d'utilisation, je trouve rapidement ce que je cherche et en plus ça met pas trop de temps parce que j'ai pas 72 JavaScript pour un bouton qui n'est absolument jamais utilisé. En conclusion, je vous ai montré certaines de mes méthodes et un peu de mon processus de design pour essayer de designer en gardant la performance à l'esprit. Ça veut souvent dire aussi essayer de ne pas oublier certains états qu'on considère comme des cas marginaux, des choses où on se dit non mais ça arrive jamais, c'est pas la peine de le designer. En fait, si. Donc si vous n'avez pas le temps de designer toutes ces choses-là ou si votre designer n'a pas le temps, l'idée c'est discutez-en au moins, sachez ce qui doit se passer, même si vous n'avez pas une maquette super pixel perfect carré. Concevoir la performance, c'est concevoir l'ensemble de l'expérience pour tout le monde et donc ça va bien sûr au-delà de ces cas idéaux. Donc c'est une grosse collaboration entre les équipes de développement, les équipes de design, les équipes de test, le Scrum Master et toute la team. The end. Voilà. Merci Stéphanie. Voilà, tu nous rejoins, super. Voilà. Salut Stéphanie, ça va? Ça va et vous? Bien, merci pour... Je me suis trompée d'écouteur. Merci pour ce talk. On a reçu quelques petites questions. Alors, on va commencer par celle-ci. Est-ce qu'il existe des services non, il existe des services qui permettent, par exemple, sur des pages 404, de mettre des alertes enlèvement, par exemple. Qu'est-ce que tu penses de cette pratique? Quand on dit alerte enlèvement, c'est genre des enfants disparus ou... Je le crains. Oui, je pense que c'est ça. Tu sais, retrouver les derniers disparus, les derniers enfants disparus. Enfin, pas que enfants. Je me dis que le service doit quand même être méga lié à quelque chose de proche parce que genre si je mets ça sur mon interface métier à la banque, je pense qu'ils vont se poser des questions. Enfin, ça fait un peu comme aux États-Unis les alertes sur les packs de lait. Du coup, je dirais qu'il faut, avant de mettre ça en place, je dirais qu'il faut être méga sûr que les personnes, enfin le public cible, ne se demande pas trop pourquoi on voit ça. Enfin, si ça a vraiment complètement rien à voir, ça risque d'être un peu compliqué.
Après, il y a aussi un truc qui est, les gens sont, comment ça s'appelle? On a un truc qui s'appelle banner blindness, qui est à force de faire tout et n'importe quoi sur des sites depuis des années, dont des publicités dans tous les sens, en haut, en bas, à gauche, à droite. Les êtres humains ont développé cette espèce de capacité à ne plus voir les bannières. Du coup, bah souvent, quand vous avez un site, si vous avez un grand bandeau rouge en haut, il y a de fortes chances que votre cerveau passe automatiquement à la suite sans même lire ce qu'il y a dans ce bandeau, même s'il est gros, il est rouge, juste parce que des années de mauvaises pratiques sur nos sites web et de publicités super exaspérantes ont entraîné notre cerveau à ne plus y faire attention. Donc je me dis que même sur un site où ça aurait du sens, les gens risquent peut-être de passer à côté. Allô? Ah oui, Ouais, c'est bon. on Je croyais vous avoir perdu. Est-ce qu'il y a un site, une application qui suit très bien les bonnes pratiques que tu évoques dans le talk? Histoire d'avoir des exemples. Je pense qu'il y a pas mal de sites qui essaient de suivre un petit peu tout ça. Après, c'est un peu compliqué de répondre parce que pour les voir, ces bonnes pratiques, c'est un peu les cas oubliés. Donc, c'est les trucs où il faut arriver à faire planter le site. Il faut arriver à ce que le site ne charge pas pour voir ces trucs-là. Donc, en fait, généralement, quand c'est bien conçu, on les voit pas, ces petites choses-là. Donc, typiquement, un exemple qu'on peut voir assez facilement, c'est les boîtes de mail qui mettent un petit message sympa, genre inbox 0. Slack fait ça très bien. Slack gère aussi plutôt pas trop mal tout ce qui est skeleton screen, tout ce qui met du temps à charger, tout ce qui est chargement de l'interface autour et ensuite seulement les messages en asynchrone. Donc ça se fait plutôt pas trop mal. Après, sur tout ce qui est skeleton screen et chargement du shell, tout ce qui est Pinterest et compagnie, eux font un très 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 gros travail sur ce genre de choses. Mais j'irai voir du côté aussi de tout ce qui est les néobanques et tout ce qui est les startups qui font des applications ultra connectées, parce que c'est vrai que souvent les designers là-bas ont un peu plus de liberté, on va dire, pour commencer à faire des trucs un peu sympas sur les écrans de chargement, ce genre de choses. Ça marche. Merci pour ta réponse. Question suivante. Ta coopération avec les devs semble être très itérative, mais comment tu conseillerais de fonctionner dans des endroits un peu plus rigides? Alors déjà, je bosse dans un endroit méga rigide. Pour info, je bosse pour une banque avec un système de sécurité. Enfin, en termes de rigidité, on est plutôt pas trop mal. Mais du coup, en fait, on a vraiment essayé de pousser ça à une collaboration au quotidien. Après, c'est clairement plus compliqué quand tu bosses en agence, par exemple, où grosso modo, t'as le processus classique de les designers vont faire leur petite maquette, ça va être envoyé aux équipes de développement. Donc ça va être toi en tant que designer essayer vraiment d'arriver à parler aux équipes de développement. Enfin, à un moment donné, je sais pas si tu peux vraiment parler à aucun des développeurs pour essayer de comprendre comment c'est censé se charger. La collaboration risque d'être très très complexe. Donc c'est aussi essayer de dérigidifier entre guillemets ce genre d'environnement, de dire ok, si vous voulez qu'on fasse un bon travail, si vous voulez qu'on ait un minimum de qualité, à un moment donné, il faut nous donner les outils. Sinon, après, comme dit, c'est designer dans son coin, commencer à essayer d'imaginer comment ça se pourrait charger et être méga dirigiste avec les équipes de développement, de dire, voilà, ça se charge comme ça, débrouillez-vous. Mais j'aime pas travailler comme ça du tout, quoi, à un moment donné. Mais ouais, c'est un peu plus complexe. Ça marche. On a une question aussi de Geoffrey qui nous demande si l'Optimisme UI est une bonne voie à creuser dans le cadre d'un site e-commerce pour améliorer la perception de la performance. Alors, je te renvoie à ma conférence il y a 2 ans, je crois, où je parlais pas mal de tout ce qui est perception de la performance à Wheel of Speed. Mais ouais, après, ça dépend jusqu'à où tu vas. Par exemple, là, j'ai des potes qui essayent de commander une PS5 et je ne citerai pas quel site français sur lequel ils ont essayé de le commander, mais grosso modo, mon pote a ajouté la PS5 au panier, donc de manière totalement optimistique. Il a commencé à remplir et en fait, apparemment, ils ont pas un système de gestion de si on ajoute un truc au panier, ça reste dans le panier pendant X temps. Et donc, il a rempli toutes les données, il a fait en sorte de mettre le nom, le prénom, l'adresse, tout le bazar, ce qui lui a pris genre 10 minutes. Et à la fin des 10 minutes, il fait acheter et en fait, quelqu'un l'a acheté avant vous. Donc, l'optimistic UI, c'est plutôt chouette. Par contre, faut balancer ça avec le côté, faites en sorte de pas frustrer les personnes, quoi.
Donc, faut être optimiste, oui, clairement, mais pas au détriment en fait de l'expérience utilisateur, au détriment de créer de la frustration, au détriment de créer des expériences qui, du coup, dans le cadre du e-commerce là et de la PlayStation 5, bah en fait, elle est carrément déceptive. Elle déçoit la personne en face, en fait. Donc, ouais, ça peut être super intéressant, mais c'est des choses qu'il faut tester absolument pour être sûr que derrière, on se prend pas un gros retour de bâton de mais on a fait un truc tellement optimiste qu'en fait, en vrai, ça marche plus. Dernière question. Quel est ton outil ou ton mode d'organisation de référence pour présenter l'ordre de chargement des éléments? Dit autrement, c'est quoi la source de vérité entre toi, designer, et les autres métiers? Alors, l'outil, je sais pas si on parle d'un outil technique. Si c'est le cas, on utilise Sketch, mais n'importe quel outil design fait l'affaire. Mais c'est ce que je présentais au début, le loading flow, en fait. Donc le loading flow, c'est un peu la source. C'est d'ailleurs ce dont se sert mon testeur pour tester les tickets et les implémentations. C'est grosso modo, il ralentit le navigateur avec les différents outils qu'on a dans Chrome pour ralentir et il vérifie que bah, ça se charge bien de la façon dont ça a été décrit. Après, ça dépend. Il y a peut-être des endroits où les gens vont préférer pas forcément avoir un loading flow vraiment design, mais ça va être écrit. Typiquement, tu peux avoir des stories, par exemple. Il y a des gens qui adorent écrire des stories très verbeuses qui vont décrire étape par étape. Donc, je dirais qu'il n'y a pas forcément de source vérité absolue. La source de vérité, c'est celle que vous définissez sur vos projets. Si à un moment donné, vous avez défini que, bah, en fait, la source de vérité, c'est la story, même si le design est différent de la story, bah, du coup, le design n'est plus la source de vérité, ça devient la story. Donc, pour moi, c'est quelque chose à définir en amont avec les équipes de développement, les équipes de QA aussi, quand il va y avoir des tests qualité et des tests, c'est de dire, OK, si jamais il y a un truc qui n'est pas exactement pareil à différents endroits, quelle est la source de vérité? Donc, chez nous, grosso modo, c'est la story, parce que des fois, j'ai pas le temps de mettre à jour tous les designs. Mais normalement, la story, on a des descriptions du design dans les stories. Donc, en théorie, la story est à jour avec le design. Mais après, comme dit, ouais, ça dépend. Pour moi, c'est à définir. Tout le monde se met d'accord à un instant T. On revient toujours au même problème. Hein. C'est de la communication à la fin de la journée. C'est à peu près la seule chose qui compte pour arriver à faire avancer les choses. Ça marche. Merci beaucoup Stéphanie pour tes réponses et pour ton talk. On va te libérer maintenant. Si toutefois il y avait d'autres questions, de toute façon, il y a toujours le Slack. Voilà, exactement. On va repartir en pause. Donc voilà, on va te libérer Stéphanie. Merci encore pour tout et au revoir.